En Allemagne, en 1933, l'État a commencé à décider qui avait le droit d'exister au sein de la loi. Ce n'était pas un acte illégal, c'était un processus administratif. Le régime nazi n'a pas aboli les tribunaux ni suspendu le système juridique de manière visible. Il a utilisé des décrets d'urgence, redéfini des délits et transformé la justice en un instrument d'obéissance. Des millions de personnes ont été privées de droits, classées et exclues par des normes légales. Avant toute action directe, elles avaient cessé d'être des citoyens protégés. La violence n'a pas été annoncée comme une rupture, mais comme l'application de procédures. Des formulaires, des ordres internes et des décisions techniques ont remplacé l'usage ouvert de la force. Chaque fonction était délimitée, chaque responsabilité déplacée. À quel moment une signature valait-elle plus qu'une vie? Combien de personnes ont été détruites sans que personne ne tire sur la gâchette ni ne viole la loi? Jusqu'où un État peut-il aller lorsque le crime est écrit comme norme et que l'obéissance remplace la conscience? La loi comme salut, quand l'ordre promis a justifié la renonciation au droit. Lorsque le régime national-socialiste est arrivé au pouvoir en 1933, l'Allemagne n'était pas une société avide de criminalité, de violence indiscriminée ou de meurtres massifs. C'était au contraire une société épuisée par la défaite lors de la Première Guerre mondiale, par l'inflation qui avait évaporé des fortunes entières en quelques semaines, par l'humiliation internationale imposée à Versailles, par la violence de rue constante entre milices rivales et par le sentiment persistant que l'État avait définitivement perdu le contrôle de son propre territoire. Dans ce contexte de crise profonde, la loi n'était pas perçue comme un instrument d'oppression potentielle, mais comme une promesse désespérée de salut. La République de Weimar était juridiquement avancée, dotée de l'une des constitutions les plus modernes et progressistes d'Europe, mais politiquement fragile depuis ses origines. Le droit existait dans les textes, dans les codes, dans les jugements judiciaires, mais il n'était pas en mesure d'imposer un ordre réel dans les rues, ni de stabilité dans les institutions. Les gouvernements tombaient les uns après les autres, au milieu de crises économiques récurrentes, le Parlement était paralysé par une fragmentation partisane extrême, et la violence politique, meurtres ciblés, soulèvements régionaux, tentatives de coups d'État, affrontements armés, s'était normalisé au point de devenir une partie du paysage quotidien. Pour de vastes secteurs de la population allemande, la loi avait cessé d'être synonyme de protection effective et était devenue synonyme d'impuissance institutionnelle. Ceci est le point de départ fondamental, le fondement psychologique et social pour comprendre comment le meurtre de masse a pu être légalisé par la suite sans provoquer de résistance généralisée. La loi n'a pas été abolie violemment par le nazisme, elle a été réclamée avec désespoir par une société terrifiée. Le national-socialisme a compris cette pulsion collective avec une clarté stratégique remarquable. Il ne s'est pas présenté devant l'électorat allemand comme un mouvement révolutionnaire qui viendrait détruire l'ordre juridique existant, mais comme un mouvement qui le restaurerait finalement de manière efficace. Le discours insistait de manière répétée sur le fait que l'Allemagne n'avait pas besoin de moins de lois, mais d'une loi plus forte, plus claire, plus décisive, plus sévère. Le chaos social, se répétait constamment, n'était pas la conséquence d'un excès d'autorité étatique, mais précisément de son absence ou de sa faiblesse. La liberté individuelle, présentée stratégiquement comme synonyme de désordre collectif, a été systématiquement réinterprétée comme une menace directe pour la survie nationale. Lorsqu'Adolf Hitler a été nommé chancelier du Reich le 30 janvier 1933, l'acte était pleinement légal selon toutes les procédures constitutionnelles en vigueur. Il n'y a pas eu de coup d'État classique avec des chars dans les rues. Il n'y a pas eu de suspension immédiate et dramatique de la Constitution de Weimar. Tout s'est passé scrupuleusement dans les marges formelles du système politique existant, avec des nominations officielles, des cérémonies protocolaires et des serments solennels. Cette légalité initiale n'était pas un détail mineur ou cosmétique. Elle a permis à des millions de citoyens allemands de percevoir l'ascension du nouveau pouvoir non comme une rupture violente de l'ordre, mais comme une correction nécessaire et légitime au sein du système. Dès le premier moment de sa gestion, le régime s'est efforcé méticuleusement de transmettre une image publique de normalisation institutionnelle. On parlait constamment de nettoyer l'appareil d'État des éléments corrompus,
de réorganiser la vie publique selon des principes clairs, de restaurer l'autorité qui avait été érodée. Le vocabulaire employé était délibérément juridique, administratif, presque thérapeutique dans son ton. Le message politique était parfaitement clair, la loi allemande avait été dangereusement affaiblie par des ennemis internes, communistes, spéculateurs, agitateurs, et devait être urgemment renforcée, même si cela impliquait de prendre des décisions difficiles qui, en temps normal, pourraient sembler excessives. L'idée que certains droits individuels pouvaient et devaient être temporairement sacrifiés pour sauver l'ensemble de la nation n'était pas complètement nouvelle dans la pensée politique européenne, mais en Allemagne, en 1933, elle a acquis une intensité et une urgence particulières. Le souvenir encore frais de la guerre civile latente entre des milices armées, de la faim durant le blocus allié, des affrontements violents dans les rues de Berlin et d'autres grandes villes, faisait que la promesse d'ordre et de stabilité avait un attrait politique énorme, même pour des secteurs modérés. Dans ce climat psychologique d'anxiété collective, la légalité a cessé d'être évaluée de manière critique par son contenu moral ou par sa compatibilité avec des droits fondamentaux, et a commencé à être valorisée exclusivement pour son efficacité pratique immédiate. Le point de basculement décisif est survenu avec l'incendie du bâtiment du Reichstag dans la nuit du 27 février 1933, un événement dramatique que le régime a immédiatement présenté à l'opinion publique comme une preuve irréfutable d'une conspiration communiste interne contre l'existence même de l'État allemand. Au-delà de toute discussion sur la véritable responsabilité de l'incendie, il est certain qu'il a été utilisé avec une efficacité extraordinaire comme catalyseur politique. La réponse gouvernementale n'a pas été un lynchage incontrôlé de suspects, ni une répression chaotique, mais un acte parfaitement juridique, un décret présidentiel d'urgence qui suspendait formellement des droits fondamentaux garantis par la Constitution, le tout présenté au nom de la sécurité nationale et de la défense de l'ordre public. Ce moment historique est absolument crucial car il révèle le schéma qui se répétera encore et encore au cours des années suivantes. Chaque étape concrète vers la violence institutionnalisée est soigneusement enveloppée de légalité défensive. On ne parle pas publiquement de punition arbitraire, mais de protection nécessaire. On ne parle pas de répression politique, mais de prévention de menaces réelles. La loi est systématiquement présentée comme un bouclier protecteur de la communauté, jamais comme une arme offensive contre des individus. Pour de nombreux citoyens allemands ordinaires, ces mesures d'urgence ne semblaient ni extrêmes, ni disproportionnées, mais raisonnables et même inévitables. La suspension des libertés civiles fondamentales, liberté de la presse, liberté de réunion, inviolabilité du domicile, vie privée des communications, a été socialement acceptée parce qu'elle était perçue comme une réponse proportionnée à une menace existentielle contre la nation. Le droit a cessé de fonctionner comme une limite effective au pouvoir étatique et est devenu précisément sa justification la plus puissante. La question politique centrale n'était plus « cette mesure est-elle légale ?», mais simplement « est-elle nécessaire pour la survie ?» Ici se produit un déplacement conceptuel absolument fondamental dans la culture juridique allemande. La loi commence à se définir non par des principes universels abstraits ou par des droits inaliénables, mais exclusivement par des objectifs politiques concrets déterminés par l'État. La fin politique suprême, la survie de l'État, l'unité nationale, la sécurité collective, commencent à dicter directement le contenu spécifique de ce qui est considéré comme légal. Et lorsque la fin est considérée comme politiquement absolue et incontestable, pratiquement tout moyen peut être absorbé sans difficulté par le langage juridique formel. La prochaine étape de cette progression a été de consolider définitivement cette logique exceptionnelle au sein du système parlementaire lui-même. La soi-disant loi d'habilitation, approuvée formellement le 23 mars 1933, a permis au gouvernement national-socialiste de légiférer directement sans nécessité d'approbation parlementaire, même en contradiction directe avec des articles spécifiques de la Constitution en vigueur. Encore une fois, cette mesure extraordinaire n'a pas été présentée publiquement comme une abolition définitive de l'ordre légal républicain, mais comme une mesure exceptionnelle et soi-disant temporaire pour surmonter une crise nationale exceptionnelle. Il a été solennellement promis qu'elle serait provisoire. Il a été assuré lors des débats que l'essence fondamentale du droit allemand resterait intacte. Dans la pratique concrète, cependant,
Cet acte législatif a marqué le transfert définitif et irréversible du pouvoir législatif du Parlement vers l'exécutif contrôlé par le parti. Mais même cela a été réalisé avec toute l'apparence formelle de consentement démocratique par le biais de votes enregistrés, de procédures parlementaires et de formalités constitutionnelles scrupuleusement respectées. La légalité était devenue définitivement un pur rituel politique. Les mécanismes institutionnels continuaient d'exister visiblement, mais leur fonction réelle avait complètement changé. Ils ne limitaient plus efficacement le pouvoir exécutif. Ils le légitimaient simplement devant la population. Il est important de souligner qu'une grande partie de l'élite juridique allemande, juges, procureurs, professeurs de droit, avocats éminents, a accepté ce processus de transformation sans offrir de résistance significative. Pas nécessairement parce que tous étaient des fanatiques idéologiques convaincus du national-socialisme, mais parce que beaucoup partageaient une prémisse intellectuelle dangereuse, que le droit devait servir d'abord à l'État et à la nation avant que des principes moraux abstraits. Dans un contexte généralisé de crise perçue, de nombreux juristes conservateurs ont sincèrement considéré qu'une certaine flexibilité interprétative dans l'application du droit était préférable à l'effondrement total des institutions. L'obéissance professionnelle au nouveau régime a été rationalisée avec succès comme une responsabilité patriotique. La notion traditionnelle de État de droit a commencé à être profondément réinterprétée dans le discours juridique officiel. Cela ne signifiait plus un État effectivement limité par des normes supérieures indépendantes, mais simplement un État fort qui imposait ses propres normes avec efficacité. La loi a cessé d'être conçue comme un espace ouvert de débat moral sur ce qui est juste, et s'est progressivement transformée en un simple instrument technique au service d'objectifs politiques. Ce qui était moralement juste a été systématiquement remplacé par ce qui était politiquement fonctionnel. Ce changement profond dans la culture juridique a eu des conséquences dévastatrices sur la psychologie collective de la société allemande. Lorsque l'État agit systématiquement dans un cadre légal formel, bien que ce cadre soit de plus en plus étroit et arbitraire, la violence institutionnelle devient beaucoup moins visible, beaucoup moins scandaleuse pour les observateurs. Cela ne semble pas être un crime, cela semble être une simple procédure administrative. Cela ne génère pas de culpabilité morale, cela génère une obéissance bureaucratique. La légalité formelle agit comme une puissante anesthésie morale collective. À ce point historique, il ne se parle toujours pas ouvertement d'extermination physique ni d'assassinat systématique de populations entières. Mais le terrain conceptuel, légal et psychologique est déjà complètement préparé. La société allemande a collectivement accepté que le droit peut légitimement être suspendu, redéfini arbitrairement, ajusté sans limite aux besoins changeants du pouvoir politique. Elle a implicitement accepté que tous les droits ne sont pas véritablement inaliénables. Elle a accepté que la sécurité collective abstraite peut justifier moralement l'exclusion concrète d'individus et de groupes. La loi, qui en théorie devrait protéger l'individu vulnérable contre le pouvoir de l'État, a été complètement resignifiée en tant qu'outil pour protéger l'État contre l'individu potentiellement dangereux. Cette inversion conceptuelle radicale est le fondement juridique et moral sur lequel tout le reste sera systématiquement construit. Rien de ce qui viendra par la suite dans les années suivantes, ni les tribunaux spéciaux sans garantie procédurale, ni les catégories raciales définies légalement, ni enfin la légalisation administrative du meurtre de masse, ne serait même à distance possible sans cet acte collectif de foi politique. La croyance généralisée que la loi, même profondément déformée, est toujours préférable au chaos et à l'anarchie. Et c'est précisément là que réside la tragédie historique fondamentale. Lorsque la loi est acceptée socialement comme une salvation absolue et incontestable, elle cesse complètement d'être un objet de critique morale. Et lorsqu'elle n'est plus remise en question, elle peut paradoxalement devenir l'instrument le plus efficace pour justifier rationnellement ce qui est absolument impensable. L'exception permanente quand le provisoire est devenu forme de gouvernement. Le mécanisme le plus décisif pour transformer le meurtre en une possibilité légale n'était pas, au départ, l'idéologie raciale explicite ni la violence de rue incontrôlée, mais quelque chose de beaucoup plus silencieux, plus technique et paradoxalement plus efficace, la normalisation progressive de l'exception juridique. En Allemagne nazie,
Le pouvoir ne s'est pas imposé en détruisant le droit d'un seul coup dramatique, mais en l'étirant progressivement, en le pliant, en le réinterprétant, jusqu'à ce qu'il cesse complètement d'offrir une résistance réelle. Ce qui a commencé formellement comme une réponse temporaire et limitée à une crise concrète s'est transformé, en quelques mois, en un système complet de gouvernement basé fondamentalement sur la suspension constante des limites constitutionnelles. Dans la tradition juridique allemande du XIXe siècle et des débuts du XXe, le concept d'état d'exception n'était absolument pas un élément marginal ou improvisé. La Constitution de Weimar incluait expressément des dispositions détaillées qui permettaient au pouvoir exécutif de suspendre temporairement des droits fondamentaux dans des situations qualifiées d'urgence nationale. Ces clauses exceptionnelles étaient initialement conçues comme des outils de dernier recours, précisément destinés à préserver l'ordre constitutionnel démocratique face à des menaces extrêmes et imprévues. Cependant, ces dispositions contenaient une ambiguïté structurelle profondément dangereuse. Elles ne définissaient pas avec une clarté précise ni la durée maximale autorisée, ni l'étendue concrète de ce qui constituait une urgence légitime. Le régime national-socialiste a exploité systématiquement cette ambiguïté constitutionnelle jusqu'à ses dernières conséquences politiques et juridiques. À partir de l'année 1933 et sans interruption aucune, l'Allemagne a vécu formellement dans un état d'urgence légal qui n'a jamais été officiellement levé, même temporairement. Il n'y a pas eu de moment ultérieur où le gouvernement a déclaré publiquement le retour à la normalité constitutionnelle, car la normalité elle-même avait été complètement redéfinie comme une crise permanente. L'ennemi politique, interne, invisible, omniprésent, protéiforme, justifiait constamment la continuité indéfinie de mesures exceptionnelles. Ce modèle de gouvernement avait un avantage politique crucial pour l'exercice du pouvoir. Il permettait de gouverner de manière discrétionnaire sans assumer l'énorme charge politique d'abolir formellement la loi ou de déclarer ouvertement une dictature. Les droits constitutionnels n'étaient pas explicitement et scandaleusement éliminés. Ils étaient simplement suspendus temporairement. Les garanties procédurales ne disparaissaient pas de l'ordre juridique. Elles restaient simplement en pause, indéfiniment. Le langage utilisé importait énormément. Parler publiquement de suspension temporaire suggérait fortement une provisionnalité et une réversibilité, même lorsque dans la pratique concrète, il s'agissait d'une élimination permanente et irréversible. Dans ce contexte politique transformé, le décret gouvernemental est rapidement devenu l'outil central et quotidien de l'exercice du pouvoir. Contrairement à la loi parlementaire traditionnelle, le décret administratif ne nécessite pas de délibération publique prolongée ni de construction laborieuse de consensus politique. Il est rapide, technique, administratif, apparemment neutre. Il se présente devant l'opinion publique comme une réponse directe et efficace à un besoin concret et immédiat. Entre les mains du régime national-socialiste, le décret a permis une transformation profonde et radicale de l'État sans l'usure politique visible de la législation parlementaire ouverte. L'accumulation progressive de décrets a produit un effet cumulatif absolument dévastateur pour l'État de droit. Chaque décret individuel, considéré de manière isolée, pouvait sembler raisonnable, proportionné ou même techniquement nécessaire. Mais considérés dans leur ensemble, dans leur interaction mutuelle et leur effet cumulatif, ces décrets ont créé un environnement juridique complètement nouveau dans lequel l'arbitraire était pleinement institutionnalisé. L'exception n'était plus une rupture dramatique de l'ordre juridique normal, mais simplement sa forme quotidienne de fonctionnement. Un élément absolument clé de ce processus de transformation a été l'élimination progressive mais systématique du contrôle judiciaire effectif sur les mesures d'urgence adoptées par l'exécutif. Les tribunaux ordinaires ont été privés progressivement de la capacité légale de réviser de manière critique les décisions politiques prises au nom de la sécurité de l'État ou du peuple allemand. La logique politique était parfaitement claire et s'exprimait ouvertement. Permettre aux juges de remettre en question les décisions de l'exécutif en temps de crise nationale était présenté comme un risque absolument inacceptable pour la survie. L'indépendance judiciaire traditionnelle a été systématiquement redéfinie comme un obstacle dangereux. Ainsi, l'administration d'État a progressivement acquis un pouvoir presque absolu sur la vie concrète des citoyens.
Arrestation préventive sans charge formelle, détention d'une durée indéterminée, sans révision judiciaire, perquisition domiciliaire sans ordre judiciaire préalable et confiscations arbitraires de propriété sont devenues des pratiques complètement habituelles et routinières. Tout cela se faisait scrupuleusement sous la couverture formelle de décrets légaux, dûment signés, estampillés officiellement et archivés dans des dossiers. La procédure bureaucratique importait beaucoup plus que la justice matérielle de l'acte concret. La figure juridique de l'arrestation protectrice ou la détention préventive est un exemple absolument paradigmatique de cette logique perverse. Présentée publiquement comme une mesure humanitaire destinée à protéger la communauté nationale, et même paradoxalement le détenu vulnérable lui-même, ce mécanisme a permis en pratique d'incarcérer indéfiniment des personnes sans accusation formelle concrète, sans procès contradictoire et sans limite temporelle établie. La paradoxe inhérente était absolument évidente pour tout observateur minimement critique. On incarcérait formellement pour protéger. Mais cette paradoxe brutale se dissolvait complètement dans le langage froid et neutre de l'administratif. L'État s'est réservé unilatéralement le droit absolu de décider qui représentait une menace potentielle pour la communauté. Et il l'a fait non pas nécessairement en fonction d'actes concrets et vérifiables, mais principalement en fonction d'évaluations politiques subjectives, de considérations sociales vagues ou de classifications raciales arbitraires. Le critère appliqué n'était plus juridique au sens classique libéral, il était fondamentalement préventif et politique. Et dans un système juridique véritablement préventif, la simple suspicion suffit entièrement. L'exception permanente a également radicalement transformé la relation quotidienne entre le citoyen individuel et l'autorité étatique. Dans un régime véritable de droit constitutionnel, le citoyen peut légitimement faire appel des décisions, réclamer formellement, résister légalement par le biais de procédures établies. Dans un régime normalisé d'exception permanente, le citoyen devient progressivement un simple objet passif de gestion administrative. On ne lui répond pas avec des arguments juridiques, mais simplement par des mesures exécutives. On ne le juge pas selon des normes préétablies, on le gère selon des besoins politiques. Cette logique profondément illégale s'est progressivement infiltrée à tous les niveaux bureaucratiques de l'État allemand. Les fonctionnaires administratifs, les policiers de tous les rangs, les bureaucrates ministériels ont rapidement appris à opérer professionnellement dans un environnement où la légalité formelle n'était plus une limite réelle à l'action, mais simplement une couverture procédurale. La question opérationnelle a cessé d'être « est-ce que cela est permis par la loi ?» et est devenue simplement « est-ce que cela est autorisé d'en haut ?» Et l'autorisation provenait de plus en plus exclusivement d'en haut dans la hiérarchie, de moins en moins de normes générales préexistantes. Le caractère supposément provisoire de ces mesures exceptionnelles a joué un rôle psychologique absolument décisif dans leur acceptation sociale. De nombreux citoyens allemands ont initialement accepté l'érosion visible des droits constitutionnels avec l'espoir sincère que cela serait strictement temporaire. D'autres, même parmi les critiques modérés du régime, se sont résignés en pensant que l'exceptionnalité légale ne pourrait pas durer indéfiniment sans s'effondrer. Cette attente patiente s'est avérée être un piège historique mortel. Le temps a consolidé inexorablement ce qui était supposé transitoire. L'exception permanente a également servi stratégiquement à dépolitiser complètement la violence étatique. En se présentant constamment comme une réponse technique et neutre à une menace objective, la répression politique a cessé d'être perçue comme un débat moral légitime et est devenue simplement une affaire administrative routinière. La violence institutionnelle est devenue silencieuse, routinière, bureaucratiquement invisible. Elle n'était pas annoncée publiquement avec des fanfares, elle était simplement exécutée efficacement. À ce point historique, l'État allemand n'avait plus besoin de justifier politiquement chaque acte répressif concret devant la société ou l'opinion publique. Il suffisait d'invoquer formellement l'existence continue d'un danger abstrait pour la nation. L'ennemi n'avait pas nécessairement à être réel ou vérifiable, il devait seulement être politiquement plausible. Et dans un régime qui contrôlait complètement l'information publique et les médias, la plausibilité était extraordinairement facile à fabriquer par la propagande. Un autre effet absolument crucial de ce système fut la fragmentation progressive de la responsabilité individuelle. Dans un système fondamentalement gouverné par des décrets administratifs et des ordres exceptionnels verticaux,
chaque acteur bureaucratique remplit uniquement une fonction limitée et spécialisée. Le fonctionnaire exécute mécaniquement une instruction reçue. Le policier applique routinièrement une mesure ordonnée. Le bureaucrate traite efficacement un formulaire standardisé. Personne apparemment ne prend de décisions politiques de haut niveau. Tous accomplissent simplement des tâches techniques assignées. L'exception permanente dissout complètement la culpabilité individuelle. Cet environnement juridique et politique profondément transformé a systématiquement préparé le terrain pour des formes de violence étatique de plus en plus radicaux et extrêmes. Lorsque l'État s'habitue institutionnellement à agir habituellement en dehors des garanties constitutionnelles normales, le seuil de ce qui est socialement acceptable se déplace constamment. Ce qui semblait hier extrême ou scandaleux semble aujourd'hui insuffisant ou tiède. La suspension normalisée des droits devient progressivement une précondition nécessaire à leur élimination définitive. Il est absolument important de comprendre historiquement que ce processus de transformation n'a pas été chaotique, improvisé ou accidentel. Il a été méthodique, progressif, soigneusement calculé et délibérément administré. L'exception permanente n'a pas été un accident malheureux du système politique, c'était précisément son design institutionnel conscient. Cela a permis au régime de s'adapter tactiquement, de se radicaliser idéologiquement et de s'étendre territorialement sans faire face à des ruptures légales dramatiques ou à des résistances institutionnelles visibles. À la fin de ce processus de normalisation de l'exception, l'État allemand n'était plus un État de droit au sens classique et libéral du terme, mais il n'était pas non plus simplement un État complètement sans loi ou purement arbitraire. C'était quelque chose de structurellement plus dangereux et politiquement plus efficace, un État où la loi formelle existe encore visiblement, mais fonctionne exclusivement comme instrument docile du pouvoir politique. Un État où l'exception juridique ne perturbe pas occasionnellement la normalité constitutionnelle, mais la définit complètement. À ce moment historique précis, l'appareil juridique allemand est complètement prêt pour quelque chose de bien plus radical que la simple répression politique préventive. Il est structurellement prêt à punir systématiquement, à exclure catégoriquement et à condamner définitivement non seulement des comportements individuels concrets, mais aussi des loyautés politiques, des attitudes idéologiques et enfin des identités collectives entières. L'exception permanente a réussi à créer l'espace juridique et politique nécessaire pour que la justice cesse complètement de demander « que s'est-il réellement passé ?» et commence à demander exclusivement « de quel côté politique es-tu ?» La justice obéissante, quand le tribunal a cessé de juger des faits et a commencé à punir des fidélités. La transformation profonde du système judiciaire a été l'un des processus historiquement les plus décisifs et, paradoxalement, à la fois les moins visibles pour les contemporains, dans la légalisation progressive du meurtre de masse dans l'Allemagne nationale-socialiste. Ce n'est pas parce que les juges ont commencé directement à tuer de leurs propres mains, mais parce qu'ils ont systématiquement cessé d'accomplir la fonction institutionnelle qui rendait historiquement impossible ce type de crime d'État. Limiter effectivement le pouvoir de l'État par l'application indépendante du droit. Lorsque les tribunaux allemands ont cessé de juger des faits concrets vérifiables et ont commencé à évaluer des attitudes politiques, des convictions idéologiques et des supposées loyautés collectives, le droit pénal a définitivement cessé d'être un frein au pouvoir et est devenu une arme politique. Le régime national-socialiste comprit dès le début avec une clarté remarquable qu'il ne suffisait pas politiquement de décrets gouvernementaux d'urgence ou d'une police politique puissante et omniprésente. Tant qu'il existerait un système judiciaire capable d'interpréter la loi de manière réellement indépendante du pouvoir exécutif, il y aurait toujours un risque potentiel de résistance institutionnelle interne, de fissures légales inattendues, de décisions judiciaires politiquement inconfortables. La justice devait être profondément transformée de l'intérieur de ses propres structures, pas simplement abolie de manière spectaculaire de l'extérieur. Cette transformation radicale n'a pas nécessairement commencé par des purges massives immédiates de magistrats ou par des épurations dramatiques du corps judiciaire, mais par quelque chose de plus subtil et plus durable, une redéfinition complète du rôle social du juge. On a insisté publiquement et dans les cercles professionnels sur le fait que le magistrat ne devait pas être un technicien neutre du droit,
mais un serviteur conscient du peuple, parfaitement aligné avec les intérêts politiques supérieurs de l'État national-socialiste. L'impartialité judiciaire traditionnelle a été systématiquement réinterprétée comme une froideur antipatriotique, l'indépendance professionnelle comme une suspicion politique, l'idée qu'un juge véritablement engagé envers la nation devait comprendre profondément les objectifs politiques du régime et agir judiciairement en conséquence a été activement promue. Le droit pénal, en particulier, a été soumis à une reconfiguration absolument profonde de ses principes fondamentaux. Traditionnellement, le principe central du droit pénal libéral était parfaitement clair. Seuls les actes concrets, spécifiquement définis, préalablement par la loi, prouvés rigoureusement par un processus juste avec des garanties, étaient punis. Sous le nouveau paradigme national-socialiste, ce principe classique a commencé à s'éroder systématiquement. Le délit a progressivement cessé d'être défini uniquement par ce que quelqu'un avait matériellement fait et a commencé à être défini de manière dangereuse par ce que quelqu'un représentait idéologiquement ou par ce qu'il pourrait potentiellement faire. La création délibérée de tribunaux spéciaux a marqué un tournant absolument décisif dans ce processus. Ces organes juridictionnels n'étaient pas conçus institutionnellement pour rendre la justice au sens classique du terme, mais pour agir avec rapidité bureaucratique et sévérité exemplaire face à des menaces politiques définies de manière très large. Les procédures étaient sommaires et accélérées, les garanties procédurales minimales ou directement inexistantes, et les sentences pratiquement prévisibles avant le procès. La justice est devenue définitivement un spectacle disciplinaire public. Dans ces tribunaux spéciaux, la preuve matérielle a cessé d'occuper une place centrale dans le processus. Ce qui est véritablement décisif est devenu l'attitude générale de l'accusé, son langage utilisé, son passé politique, ses associations personnelles, une blague privée enregistrée par un informateur, une critique domestique entendue par un voisin, une expression publique de doute sur la victoire, pouvaient être interprétées judiciairement comme des signes équivoques de déloyauté politique. Le procès ne cherchait plus honnêtement à établir la vérité matérielle des faits, mais simplement à confirmer une narration politique préalable, l'existence omniprésente d'ennemis intérieurs. Le concept juridique de trahison a été délibérément élargi jusqu'à perdre pratiquement ses contours précis. Il ne se limitait plus à collaborer avec des puissances étrangères ennemies ou à participer à des conspirations armées contre l'État. Il pouvait inclure le défaitisme exprimé verbalement, le manque d'enthousiasme visible, le questionnement privé des ordres supérieurs, ou même le silence interprété subjectivement comme une désapprobation politique. Cette élasticité conceptuelle a permis que pratiquement tout comportement puisse être criminalisé judiciairement si le contexte politique immédiat l'exigeait. La justice a cessé d'être réactive face aux crimes commis et est devenue fondamentalement préventive face aux risques futurs. On ne punissait pas seulement ce qui s'était produit et prouvé, mais principalement ce qui pourrait potentiellement se produire. L'accusé était traité judiciairement comme un risque futur abstrait, non pas comme un responsable concret d'actes passés. Cette logique, profondément incompatible avec tous les principes du droit pénal classique libéral, a été acceptée professionnellement comme nécessaire en temps de lutte existentielle de la nation. Les juges, qui se sont rapidement adaptés à cette nouvelle logique judiciaire, ne l'ont pas nécessairement fait tous par conviction idéologique fanatique depuis le début. Beaucoup ont agi principalement par opportunisme professionnel calculé, par peur de l'isolement institutionnel ou par une interprétation profondément déformée du devoir patriotique. Le régime a su récompenser efficacement l'obéissance judiciaire avec des promotions rapides, du prestige professionnel et de la stabilité institutionnelle, tout en punissant systématiquement la dissidence professionnelle par la marginalisation, la destitution ou quelque chose de pire. La pression sur les magistrats n'était pas toujours explicite ou menaçante. Il suffisait d'observer attentivement quel type de jugement était célébré publiquement dans la presse contrôlée et lesquels suscitaient immédiatement des soupçons politiques. Le message institutionnel était parfaitement clair, la sévérité judiciaire était une vertu professionnelle, l'indulgence légale une trahison politique. Dans ce climat professionnel, l'autocensure judiciaire est devenue complètement habituelle. Les magistrats ont rapidement appris à anticiper ce qui était politiquement attendu d'eux,
Un élément absolument crucial a été l'élimination progressive des instances d'appel effectives. Les décisions des tribunaux spéciaux étaient, dans l'immense majorité des cas, définitives et irrévocables. Cela non seulement accélère la punition exemplaire, mais élimine complètement toute possibilité de correction interne du système. L'erreur judiciaire a cessé d'être un problème institutionnel, le doute professionnel, une menace politique. La figure du procureur a également radicalement changé de nature et de fonction. Devenu un acteur processuel qui devait rechercher la vérité matérielle et garantir la légalité formelle du processus, il est devenu un accusateur militant idéologiquement engagé. Sa fonction n'était plus d'équilibrer le processus contradictoire, mais d'assurer des condamnations exemplaires publiques. Le langage des accusations est devenu de plus en plus idéologique, chargé de termes moraux absolus et de catégories politiques. Dans ce contexte profondément transformé, le jugement pénal est devenu un outil pédagogique du régime. Chaque condamnation publique envoyait un message politique clair à la société. Il ne s'agissait pas uniquement de punir des actions matérielles concrètes, mais aussi des pensées politiques, des attitudes idéologiques. Ce n'était pas seulement l'accusé individuel qui était jugé, mais le type de personne qu'il représentait symboliquement. La justice a cessé d'être un espace de résolution de conflits et s'est transformée en un mécanisme d'intimidation collective. Il est absolument important de souligner que cette transformation radicale n'a pas impliqué l'abandon total de la forme juridique traditionnelle. Les procès continuaient à avoir des salles solennelles, des juges en toge, des procès-verbaux, des jugements écrits formellement. C'est précisément là que résidait son efficacité politique extraordinaire. La violence d'État soigneusement revêtue de l'égalité formelle est beaucoup plus socialement acceptable, beaucoup plus difficile à remettre en question moralement. La condamnation semble inévitable et légale, non arbitraire ni politique. La justice obéissante a également contribué de façon décisive à créer une culture généralisée de délation. Si les mots pouvaient être des délits et les attitudes des preuves suffisantes, tout citoyen pouvait devenir suspect. Le système judiciaire a légitimé cette logique en acceptant de manière routinière des témoignages basés sur des rumeurs, des interprétations subjectives ou des inimitiés personnelles. La vérité objective a perdu de son poids face à la convenance politique. Au fur et à mesure que le système se radicalisait progressivement, la punition devenait de plus en plus sévère. Les peines de mort augmentaient de manière exponentielle, non seulement pour des crimes violents traditionnels, mais aussi pour des infractions politiques ou symboliques. La mort n'était plus une exception extrême, mais devenait un outil habituel de discipline étatique. À ce point historique, la justice n'était plus simplement un instrument passif du pouvoir politique, elle était l'un de ses moteurs actifs. Les tribunaux n'exécutaient pas seulement mécaniquement des décisions politiques antérieures, ils aidaient à les formuler, à les légitimer publiquement, à étendre constamment leur portée. La frontière entre le droit et la politique s'est presque complètement dissoute. Ce processus a eu une conséquence absolument fondamentale pour ce qui allait suivre dans la radicalisation du régime. Lorsque l'assassinat de masse a commencé à être organisé à grande échelle, cela ne semblait plus être une rupture dramatique de l'ordre légal. La justice avait précédemment enseigné à la société allemande que la vie pouvait être retirée légitimement, si l'État le jugeait nécessaire. Elle avait habitué le public à l'idée que certaines personnes ne méritaient pas de protection légale. Ainsi, lorsque le régime est passé de la sanction des loyautés politiques à l'élimination d'identités entières, le terrain juridique était déjà complètement prêt. La justice avait cessé de demander « que fait cette personne ?» et avait appris à demander exclusivement « que représente cette personne pour l'État ?» Ce changement, silencieux mais absolument profond, a été l'un des pas les plus décisifs vers la légalisation du meurtre de masse. L'ennemi juridique, quand la loi a cessé de protéger les individus et a commencé à définir des identités. Une fois que l'exception est devenue permanente et que la justice a appris à obéir sans remettre en question, la prochaine étape dans la transformation radicale du droit allemand n'a pas été immédiate ni explosive. Elle a été plus froide, plus administrative, plus bureaucratique et, pour cette raison, structurellement plus dangereuse à long terme. La loi a définitivement cessé de se préoccuper de ce que les gens faisaient concrètement et a commencé à se préoccuper exclusivement de ce que les gens étaient par nature, par origine ou par appartenance.
C'est à ce moment historique parfaitement précis que le droit a définitivement abandonné sa fonction protectrice universelle et est devenu un outil sophistiqué de classification, de hiérarchisation et d'exclusion humaine systématique. Jusqu'à ce point du processus historique, la répression étatique pouvait encore se présenter publiquement comme une réponse proportionnée à des comportements individuels spécifiques, conspirer politiquement contre l'État, critiquer publiquement le gouvernement, résister à des ordres légaux, désobéir aux lois en vigueur, participer à des activités subversives. À partir de là, le comportement individuel n'était plus nécessaire ni pertinent pour l'intervention étatique. Il suffisait simplement d'exister au sein d'une catégorie considérée comme incompatible avec l'ordre de l'État national-socialiste. L'ennemi a définitivement cessé d'être une figure politique active qui faisait quelque chose de concret contre le régime et s'est transformé en une condition juridique permanente et inchangée, en une identité fixe. Ce changement radical ne s'est pas produit du jour au lendemain et n'a pas été présenté publiquement comme une rupture dramatique avec la tradition juridique allemande. Il a été introduit progressivement par des définitions techniques apparemment neutres, des enregistrements administratifs de routine, des réglementations bureaucratiques détaillées et des distinctions apparemment techniques et objectives. Le langage utilisé était absolument clé pour son acceptation sociale généralisée. Il ne s'agissait pas de persécution arbitraire, mais de régulation nécessaire. Pas d'exclusion discriminatoire, mais de clarification du statut légal. Pas de violence institutionnelle, mais de réorganisation de la communauté nationale. Pas de haine raciale, mais de protection du sang allemand. Le droit est devenu méthodiquement un système sophistiqué d'étiquetage humain. Le régime national-socialiste a développé une conception complètement nouvelle du droit, basée fondamentalement sur l'idée de communauté nationale racialement homogène et culturellement uniforme. Selon cette logique profondément antilibérale et anti-individualiste, la loi ne devait pas protéger tous les habitants du territoire de la même manière, mais servir exclusivement les intérêts collectifs du corps du peuple allemand. Ceux considérés comme étrangers par origine, nuisibles par nature ou dégénérés par condition, restaient automatiquement en dehors de cette protection par définition légale préalable. L'appartenance à la communauté juridique a cessé d'être un droit universel et est devenu un privilège sélectif que l'État accordait ou révoquait. La notion classique libérale d'égalité devant la loi a été abandonnée sans qu'il soit nécessaire de le déclarer explicitement dans un nouveau texte constitutionnel. À la place, une hiérarchie juridique extrêmement complexe des personnes a été introduite progressivement. Au sommet se trouvaient les membres pleins de la communauté nationale avec tous leurs droits garantis. En dessous, une série de groupes intermédiaires avec des droits progressivement limités selon des critères variables. À la fin, des individus complètement exclus de la protection légale. Cette hiérarchie ne se basait pas sur des actions vérifiables ou des comportements démontrables, mais sur l'origine ethnique, la condition physique, les convictions politiques héritées, les antécédents familiaux ou l'utilité sociale supposée pour l'État. Un des éléments les plus décisifs pour l'efficacité de ce système était l'obsession administrative pour l'enregistrement systématique et exhaustif de la population. L'État a commencé à recueillir des informations de manière méthodique et obsessionnelle, des généalogies familiales complètes remontant à plusieurs générations, des dossiers médicaux détaillés depuis la naissance, des affiliations politiques passées de toute la famille, des antécédents familiaux de maladies héréditaires ou de comportements considérés comme antisociaux. Ces données n'étaient ni neutres ni purement informatives. Elles servaient spécifiquement à attribuer à chaque individu une catégorie juridique spécifique avec des conséquences concrètes immédiates pour tous les aspects de sa vie quotidienne. La loi a commencé à fonctionner comme une frontière mobile et sélective. Tous ne traversaient pas en même temps, ni de la même manière vers l'exclusion progressive. Certains perdaient d'abord des droits civils de base comme le vote ou la liberté d'expression, d'autres l'accès à l'emploi dans certaines professions considérées comme sensibles, d'autres la capacité de se marier légalement avec des membres de la communauté nationale, d'autres la protection effective contre la violence étatique ou privée. Chaque étape semblait limitée et spécifique, même raisonnable dans le cadre idéologique du régime. Mais l'effet cumulatif était absolument dévastateur pour les personnes concernées et leurs familles. Il est absolument crucial de comprendre historiquement
que cette exclusion a été légale bien avant de devenir violente. Les personnes affectées ont cessé d'être des sujets pleins de droits bien avant d'être physiquement assassinées ou déportées. Quand elles ont finalement été massivement déportées, internées dans des camps de concentration ou exécutées, elles n'existaient plus juridiquement comme des individus avec des droits protégés par l'État. L'assassinat ne brisait pas l'ordre juridique établi, il le complétait simplement logiquement selon sa propre logique interne. Le droit civil, le droit administratif et le droit pénal ont travaillé ensemble dans ce processus d'exclusion progressive. L'exclusion n'était pas seulement pénale ou répressive, elle était simultanément économique, sociale, familiale, éducative, sanitaire et spatiale. La loi régulait méticuleusement qui pouvait travailler dans quelle profession, étudier dans quelles institutions éducatives, posséder quel type de biens, hériter de quelle propriété, se déplacer librement dans quel territoire, se marier avec qui spécifiquement, ou même recevoir quel type de soins médicaux dans quelles institutions. Chaque restriction spécifique renforçait l'idée générale que certains individus n'appartenaient pas pleinement à la communauté juridique protégée par l'État. Le mariage, par exemple, a cessé d'être une question strictement privée pour devenir un sujet d'État d'une importance stratégique maximale. La reproduction a été réglementée méticuleusement selon des critères idéologiques et raciaux explicites et détaillés. La loi est intervenue dans l'intimité la plus profonde avec une précision absolument troublante, définissant en détail quelles unions étaient acceptables pour le futur biologique de la nation, et lesquelles constituaient une menace pour la pureté du peuple. La biologie a été complètement absorbée par le droit étatique. Les certificats de capacité matrimoniale se sont transformés en documents obligatoires, nécessitant des recherches généalogiques exhaustives. Les couples devaient prouver leur pureté raciale au moyen de documents remontant à plusieurs générations. Parallèlement, une narration légale sophistiquée a été construite, présentant cette exclusion comme une protection nécessaire et légitime du corps social. On disait constamment que l'on protégeait la communauté des influences culturelles nocives, que la pureté raciale biologique était préservée, la santé collective du peuple, la force du corps social face aux menaces internes. La victime était systématiquement présentée comme un danger objectif et scientifiquement démontrable, son élimination juridique comme une prophylaxie absolument nécessaire à la survie nationale. L'exclusion était présentée comme une hygiène sociale, comme une médecine préventive appliquée au corps politique. Le concept même de personne a commencé à se fragmenter juridiquement de manière radicale. Ce n'était plus une catégorie universelle et inaliénable garantie par le simple fait d'être humain, mais une condition révocable par l'État selon des critères changeants. L'État s'est arrogé le droit absolu de décider qui méritait d'être considéré comme sujet juridique plein de droits et qui pouvait être réduit à un simple objet administratif sans protection. Cela a été l'un des tournants les plus radicaux du système. L'humanité a cessé d'être une donnée naturelle incontestable et est devenue une concession étatique révocable à tout moment. La bureaucratie a joué un rôle absolument central dans ce processus de déshumanisation légale. Des formulaires standardisés, des certificats officiels, des tampons administratifs et des dossiers personnels exhaustifs sont devenus des instruments quotidiens d'exclusion. Le fonctionnaire qui remplissait une case dans un formulaire ou tamponnait un document ne voyait ni sang ni souffrance humaine. Il ne voyait que des catégories administratives neutres et objectives. La violence était entièrement médiée par le papier et les procédures, ce qui la rendait beaucoup plus facile à exécuter psychologiquement et beaucoup plus difficile à percevoir socialement comme crime moral. À ce moment historique, la justice n'avait plus besoin d'intervenir activement dans chaque affaire individuelle. La loi avait déjà fait le travail de classification par des critères objectifs apparents. L'individu exclu ne nécessitait pas de condamnation judiciaire spécifique ni de procédure contradictoire. Son statut légal déterminé administrativement suffisait entièrement. La détention, l'internement dans des camps ou la déportation devenaient des conséquences automatiques d'une classification administrative préalable réalisée par des fonctionnaires. Ce système avait une logique interne implacable et autosuffisante qui se rétroalimentait constamment. Si la loi définit un groupe comme étranger à la communauté juridique protégée, alors tout préjudice qui lui est infligé cesse automatiquement d'être une violation du droit en vigueur. Il n'y a pas de victime légale là où il n'y a pas de sujet de droit reconnu.
Le meurtre, une fois le moment historique venu, n'apparaît pas comme un crime punissable, mais comme une gestion administrative finale d'un problème préalablement défini. La société s'est habituée graduellement à cette logique excluante par le biais d'étapes successives. Au début, l'exclusion n'affectait que des groupes clairement désignés par la propagande comme dangereux. Puis, elle s'élargissait progressivement à d'autres groupes moins évidents. Le silence des non-affectés agissait comme un consentement tacite au système. La loi, en opérant de manière fragmentée et progressive, a évité une réaction massive de résistance. Chaque groupe espérait en privé ne pas être le suivant sur la liste. L'enregistrement obligatoire des caractéristiques personnelles a créé un réseau de contrôle sans précédent dans les sociétés modernes. Chaque individu devait démontrer par des documents son appartenance à la communauté protégée par des certificats généalogiques. Le fardeau de la preuve a été complètement inversé. On ne présumait plus l'égalité légale, mais il fallait prouver activement le droit d'être traité comme un égal par des documents officiels. Les professions ont été progressivement fermées à certains groupes définis racialement. D'abord la fonction publique et la magistrature, puis la médecine et l'enseignement, ensuite le droit et le journalisme, plus tard le commerce et la banque. Chaque fermeture était justifiée publiquement par des arguments apparemment différents, mais tous partageaient la même logique fondamentale. L'exclusion par identité, non par conduite démontrable ou compétence professionnelle. Un excellent médecin pouvait être expulsé non par mauvaise pratique, mais par son origine. Un avocat brillant perdait sa licence non pour incompétence, mais pour sa généalogie. L'éducation a été systématiquement utilisée pour renforcer ces catégories depuis l'enfance. Les enfants apprenaient à l'école que l'humanité se divisait naturellement en catégories de valeurs inégales. Le droit était enseigné comme un instrument de préservation nationale, non comme une garantie individuelle universelle. La génération suivante a internalisé ces catégories comme naturelles et incontestables, comme des faits biologiques objectifs. Les manuels scolaires présentaient les classifications raciales comme une science, non comme une idéologie. L'exclusion économique a été particulièrement efficace pour affaiblir les groupes exclus. Sans accès légal au travail, sans possibilité de commercer, sans protection de la propriété, les exclus ont été progressivement appauvris. La misère économique résultante renforçait le récit officiel selon lequel ils constituaient un fardeau pour la société et justifiait des mesures supplémentaires. L'appauvrissement forcé était présenté comme une preuve d'infériorité naturelle. L'identification obligatoire par des marques visibles a complété le système de contrôle. Les exclus devaient porter des signes qui les identifiaient publiquement à tout moment. Cette visibilité forcée facilitait le contrôle social quotidien et la surveillance mutuelle entre citoyens, transformant toute la société en veilleuse du système. La marque visible transformait la catégorie légale abstraite en réalité quotidienne inévitable. L'espace public a été progressivement fermé par des régulations de plus en plus restrictives. D'abord certains lieux spécifiques, comme des parcs ou des théâtres, puis certaines heures de la journée pour utiliser les transports en commun. Enfin, des zones entières des villes ont été déclarées interdites. Les exclus ont été relégués dans des espaces de plus en plus réduits, de plus en plus contrôlés, de plus en plus séparés du reste de la société. La géographie urbaine a matériellement reflété la géographie légale de l'exclusion. Les restrictions se sont étendues même à des aspects quotidiens de la vie. Où acheter des aliments, dans quelle banque s'asseoir dans les parcs, quel wagon de train utiliser, quelles heures fréquenter certains lieux publics. Chaque aspect de la vie quotidienne a été régulé selon la catégorie légale assignée. L'exclusion est devenue totale, englobant chaque moment de la journée. Ce chapitre marque le moment historique où le droit cesse d'être un langage commun qui unit la société et devient un langage de séparation qui la fracture. Il n'unit plus la société sous des normes universelles partagées, il la divise radicalement en catégories au destin distinct. La légalité ne promet plus une justice égale, mais une appartenance conditionnelle et révocable. Lorsque la loi atteint ce point de développement, le passage à l'assassinat systématique ne nécessite plus de révolution juridique supplémentaire. Il nécessite seulement une procédure administrative supplémentaire. L'ennemi a déjà été défini légalement, enregistré administrativement, marqué visiblement,
et exclu socialement. Il ne reste plus qu'à décider quoi faire finalement avec lui. Ce dernier pas ne sera pas présenté publiquement comme de la violence, mais comme une procédure administrative nécessaire. La culpabilité dissoute, quand le meurtre est devenu une formalité et la responsabilité s'est évaporée. Le dernier pas dans la légalisation du meurtre de masse n'était pas un décret explicite autorisant formellement à tuer, ni une loi publique déclarant la vie humaine de certains groupes comme superflue. C'était quelque chose de plus efficace, de plus subtil et, de ce fait, plus difficile à détecter et à résister. La transformation complète du crime en procédure administrative routinière. Quand tuer est devenu une formalité bureaucratique, quand la mort est devenue une case supplémentaire dans un formulaire standardisé, la culpabilité individuelle a cessé d'avoir un lieu clair où s'établir. À ce moment historique, le système était déjà absolument complet dans tous ses composants structurels. La loi avait été complètement vidée de sa fonction protectrice universelle, l'exception juridique était devenue la norme permanente du gouvernement, la justice avait appris à obéir aveuglément au pouvoir politique, et les victimes avaient été préalablement expulsées de la communauté juridique par des classifications raciales méticuleuses. Le meurtre de masse n'est pas apparu comme une rupture dramatique de l'ordre établi, mais comme une conséquence logique d'un processus légal antérieur, méticuleusement construit pendant des années. Il n'a pas été présenté publiquement comme une violence criminelle, mais comme une solution administrative nécessaire à un problème préalablement défini par l'État. L'un des éléments les plus décisifs de ce dernier processus était la fragmentation extrême de la responsabilité individuelle. Aucun individu concret ne semblait prendre la décision finale de tuer un autre être humain. Les ordres étaient formulés délibérément de manière abstraite et euphémique, transmis par de longues chaînes hiérarchiques bureaucratiques et finalement exécutés par des personnes dont la tâche spécifique n'était qu'une petite partie de l'ensemble du processus. Chaque acteur pouvait affirmer sincèrement, avec une conviction qui était souvent sincère, qu'il n'avait fait que remplir strictement sa fonction assignée au sein du système établi. Les décisions les plus radicales et létales prenaient rarement la forme de lois publiques débattues ouvertement dans des forums officiels. Elles étaient communiquées par des directives internes confidentielles, des instructions verbales non enregistrées officiellement, des mémorandums administratifs délibérément ambigus ou des autorisations implicites qui n'étaient jamais mises par écrit. Cette opacité délibérée n'était pas un défaut accidentel du système, mais l'une de ses forces les plus importantes. Elle permettait d'agir en toute liberté sans laisser de traces juridiques claires qui pourraient être utilisées par la suite comme preuve incriminante et offrait aux exécutants matériels un alibi parfait. Il n'y avait pas d'ordre explicite et clair qu'ils pouvaient désigner comme origine unique de leurs actions. La langue a été soigneusement et systématiquement déshumanisée et technifiée. On ne parlait jamais de personnes assassinées, mais de transfert vers l'Est, évacuation, traitements spéciaux, solutions finales, actions, mesures de sécurité. Chaque terme technique éloignait un peu plus l'action administrative de sa réalité physique absolument brutale. L'assassinat massif est devenu un processus abstrait, géré avec des mots bureaucratiques neutres qui n'évoquaient ni sang, ni corps mutilé, ni souffrance humaine concrète. La bureaucratie a joué ici son rôle le plus létal et efficace. Des formulaires standardisés, des listes méticuleusement élaborées, des horaires de transport ferroviaire précis, des inventaires de biens confisqués et des rapports statistiques détaillés ont créé une illusion puissante de normalité administrative. Le crime n'était pas vécu psychologiquement comme un acte violent exceptionnel, mais comme une chaîne routinière de tâches administratives parfaitement normales. Le fonctionnaire qui organisait méticuleusement un convoi de déportation ne voyait pas nécessairement le destin final des personnes. Le garde qui surveillait une file de déportés n'avait pas décidé personnellement de leur origine ni de leur destination. Le médecin qui certifiait officiellement un décès n'avait pas causé directement la situation qui l'a produite. Le système était délibérément conçu pour qu'aucun individu ne voie ni ne comprenne le processus complet dans son ensemble. Cette structure fragmentée a permis à des personnes très différentes, avec des antécédents variés, de participer activement sans se percevoir comme des tueurs. Certains se considéraient simplement comme des techniciens efficaces, accomplissant des fonctions, d'autres comme des gestionnaires compétents optimisant des processus.
d'autres encore comme de simples rouages interchangeables d'une machinerie qui les surpassait complètement. La distance psychologique entre l'action individuelle concrète et le résultat final collectif était soigneusement cultivée par le système. Plus la distance perçue était grande, moins la culpabilité ressentie personnellement était importante. L'obéissance est devenue une vertu institutionnelle suprême, au-dessus de toute autre considération. Désobéir aux ordres supérieurs, remettre en question les procédures établies ou montrer de la compassion humaine était présenté non seulement comme une faiblesse personnelle, mais comme une trahison directe envers l'État. Dans un État qui avait complètement redéfini la loyauté comme une valeur suprême, au-dessus de toute considération morale traditionnelle, la conscience individuelle a été reléguée à un second plan totalement rapporté. Obéir aux ordres était synonyme d'absolue droiture, questionner de lâcheté ou de trahison. L'argument de la légalité formelle a joué un rôle absolument central dans cette dissolution collective de la culpabilité. De nombreux participants étaient sincèrement convaincus que, si une action était officiellement autorisée par l'État par le biais de procédures formelles, elle ne pouvait pas être fondamentalement criminelle sous aucun point de vue. Le droit, qui avait historiquement servi à distinguer clairement le licite de l'illicite, a été utilisé systématiquement pour neutraliser le jugement moral individuel. La question n'était plus « est-ce moralement bien de faire cela ?», mais simplement « est-ce formellement permis par l'autorité compétente ?» Dans ce contexte profondément perverti, même le meurtre de masse pouvait être interprété psychologiquement comme un devoir patriotique. Si l'État définissait officiellement certains individus comme dangereux pour la nation, inutiles pour la communauté ou étrangers au peuple allemand, les éliminer pouvait être présenté comme un acte responsable de service à l'intérêt collectif supérieur. La violence organisée s'est intégrée complètement dans l'éthique du service public. Un aspect absolument crucial était l'absence délibérée de mécanismes efficaces de révision ou de contrôle interne. Il n'existait pas de canaux institutionnels efficaces pour dénoncer des abus, examiner de manière critique des décisions, arrêter des procédures une fois commencées ou remettre en question la légalité des ordres reçus. Le système était institutionnellement conçu pour avancer sans relâche vers l'avant, non pour réfléchir sur ses propres actions. La rapidité était une alliée stratégique du crime. Plus les ordres étaient exécutés rapidement, moins il y avait d'espace psychologique pour le doute moral ou la réflexion critique. L'élimination de la responsabilité a également opéré systématiquement vers le haut dans la hiérarchie administrative et politique. Les figures d'autorité suprême signaient rarement personnellement des ordres détaillés d'exécution massive. Leur pouvoir résidait dans la création d'un climat politique général, dans lequel d'autres acteurs subordonnés agissaient spontanément en anticipant leur volonté implicite. Cette forme de commandement, fondée sur l'interprétation subordonnée et l'initiative anticipée, permettait que les décisions les plus brutales soient exécutées sans instructions explicites formelles qui pourraient compromettre par la suite. La chaîne de commandement est devenue un labyrinthe bureaucratique intentionnellement confus. Chaque niveau hiérarchique pouvait désigner le niveau précédent ou le suivant comme véritable source de la décision. Cette ambiguïté structurelle a été systématiquement exploitée après la guerre, lorsque de nombreux responsables ont revendiqué leur ignorance des conséquences finales, une simple obéissance aux ordres supérieurs ou un manque de compétences légales pour décider. Le système avait été conçu précisément pour produire cet effet défensif. Le meurtre de masse, tel qu'il a été conçu et organisé, ne nécessitait pas de fanatisme idéologique constant chez chaque participant. Il pouvait être exécuté par des personnes ordinaires, parfaitement intégrées dans une routine de travail normale. La répétition quotidienne a transformé l'exceptionnel en quotidien. Avec le temps, ce qui était absolument impensable ne l'est plus. La violence a perdu son caractère moralement transgressif et est devenue une partie de la normalité au travail. Il est absolument important de souligner que ce processus n'a pas complètement éliminé la conscience morale chez tous les participants. Beaucoup savaient, à un certain niveau de conscience, que ce qui se passait était profondément criminel. Mais le système offrait suffisamment de mécanismes de justification psychologique pour étouffer efficacement cette conscience. La légalité formelle, l'obéissance due, la fragmentation des tâches, le langage technique euphémistique, la pression sociale du groupe, la peur des conséquences de la dissension. Le résultat final était un crime de masse sans visage individuel clair.
non pas parce qu'il n'y avait pas de victimes visibles et souffrantes, mais parce qu'il n'y avait pas de coupable unique à désigner comme responsable final. Le meurtre était réparti entre des centaines de milliers de mains, aucune d'elles ne semblant tenir individuellement l'arme complète. La responsabilité s'est complètement évaporée dans la structure bureaucratique. La documentation méticuleuse a joué un rôle absolument paradoxal. D'une part, chaque action était enregistrée, scellée, archivée, avec une précision bureaucratique. D'autre part, la documentation créait une fausse sensation de normalité. Ce qui est dûment documenté semble légitime. Les chiffres dans les rapports déshumanisaient complètement. Ce n'étaient pas des personnes avec des noms, des histoires et des familles. C'étaient des statistiques administratives. Les témoignages ultérieurs de fonctionnaires lors des procès d'après-guerre ont révélé cette mentalité bureaucratique de façon glaçante. Beaucoup ont décrit leur travail en termes purement techniques, optimiser les itinéraires de transport, améliorer l'efficacité des procédures, réduire les coûts d'exploitation. La mort massive était devenue un problème logistique. La hiérarchie militaire et administrative a fourni une autre couche de protection psychologique. Celui qui recevait des ordres pouvait dire qu'il obéissait seulement, celui qui les donnait qu'il ne faisait que transmettre des directives supérieures. La responsabilité flottait sans jamais se fixer à un endroit spécifique. L'isolement physique des victimes était crucial. Les camps de concentration et d'extermination étaient éloignés des centres urbains principaux. La population civile pouvait faire semblant d'ignorer, bien que les indices étaient multiples. Le système facilitait cette ignorance délibérée. La propagande a construit des récits présentant ces actions comme une défense nécessaire. Les victimes étaient constamment décrites comme des menaces, comme des ennemis internes, comme des dangers pour la survie nationale. Tuer devenait ainsi une autodéfense collective. Le système a également généré des bénéfices matériels directs pour de nombreux participants. Propriétés confisquées, postes vacants, objets de valeur redistribués. Ces incitations matérielles ont créé une complicité silencieuse, même chez ceux qui ne participaient pas directement. La normalisation était si profonde que certains exécutants avaient développé des routines complètement normales, horaires réguliers, procédures standardisées, voire une certaine vie sociale autour de leur travail. L'horreur était devenue un emploi. La spécialisation des tâches a atteint des niveaux extrêmes. Certains ne géraient que des trains, d'autres ne gardaient que des registres, d'autres ne surveillaient que des portes. Cette division du travail permettait à chaque participant de minimiser sa responsabilité personnelle. La formation du personnel mettait l'accent sur l'obéissance et l'efficacité, jamais sur la réflexion morale. Les nouveaux recrues apprenaient que remettre en question était une faiblesse, que la dureté était une vertu professionnelle. Certains participants ont développé des mécanismes de distanciation psychologique, alcool, cynisme, déshumanisation des victimes. Ces mécanismes permettaient de continuer à fonctionner sans s'effondrer psychologiquement. La pression du groupe était immense. Celui qui montrait des doutes était isolé, ridiculisé ou puni. La conformité était une question de survie. Lorsque le régime s'est finalement effondré et que les tentatives d'attribuer des responsabilités ont commencé lors des procès d'après-guerre, cette architecture a montré toute son efficacité défensive. Beaucoup ont pu faire valoir légitimement qu'ils agissaient conformément à la loi en vigueur à l'époque, qu'ils avaient exécuté des ordres, qu'ils ne pouvaient pas désobéir sans risque personnel grave, qu'ils n'avaient pas d'alternative réelle. Bien que ces arguments n'aient pas toujours été acceptés légalement, ils ont révélé à quel point le système avait été conçu pour protéger ses exécutants grâce à la dispersion de la responsabilité. La légalisation du meurtre de masse ne consistait pas seulement à permettre de tuer, mais à créer méticulièrement un environnement complet où tuer ne semblait pas un crime, où la violence était perçue comme un travail nécessaire, où la mort était enregistrée comme une simple donnée statistique, où la responsabilité était complètement diluée dans des procédures bureaucratiques interminables. C'était le point final du processus initié des années auparavant avec des promesses d'ordre et de sécurité. La loi, qui avait été invoquée comme une salvation face au chaos, a fini par devenir l'instrument qui a rendu possible l'un des systèmes d'assassinat les plus vastes, organisés et bureaucratisés de l'histoire humaine. Non pas parce que la loi avait complètement disparu, mais parce qu'elle a été vidée de son contenu moral et transformée en pure technique administrative. Dans ce système parfaitement conçu,
le crime n'avait pas besoin de se cacher dans la clandestinité. Il suffisait de s'administrer efficacement. La chose la plus terrifiante du meurtre de masse légalisé en Allemagne nazie n'était pas qu'il se produise par la rupture de l'ordre, mais qu'il ait été méticuleusement construit de l'intérieur même de l'ordre. Ce n'était pas le chaos qui a tué des millions, mais l'organisation. Ce n'était pas la folie collective, mais la rationalité bureaucratique. Ce n'était pas l'absence de loi, mais sa perversion systématique. Le chemin vers l'extermination n'a pas commencé avec des chambres à gaz ni des camps de concentration. Il a commencé par la croyance que la loi pouvait être suspendue temporairement pour sauver la nation. Il a commencé par l'acceptation que certains droits étaient négociables si la sécurité l'exigeait. Il a commencé lorsque la société a accepté que certaines personnes pouvaient être définies comme étrangères à la communauté juridique. Chaque étape semblait raisonnable dans son propre contexte. Chaque mesure était présentée comme une réponse apportée à une menace réelle. Chaque exclusion était justifiée par un langage technique et juridique. Personne n'a voté pour le génocide, mais des millions ont voté pour l'ordre, pour la sécurité, pour la protection contre l'ennemi intérieur. Ce que ce processus historique révèle est quelque chose de profondément inquiétant. Le meurtre de masse ne nécessite pas de monstres. Il nécessite des fonctionnaires compétents, des juges obéissants, des citoyens silencieux et une loi suffisamment flexible pour justifier l'injustifiable. Il nécessite des personnes ordinaires faisant leur travail efficacement, sans remettre en question, sans réfléchir, sans assumer la responsabilité de l'ensemble. La véritable leçon n'est pas que certains peuples soient particulièrement susceptibles au mal. La leçon est que lorsque la loi cesse de protéger l'individu et commence à servir exclusivement l'État, lorsque l'exception se normalise, lorsque la justice obéit aveuglément, lorsque les personnes sont classées au lieu d'être protégées, le chemin vers le crime de masse est ouvert. La question que ce chapitre de l'histoire nous laisse n'est pas comment cela a pu se produire. La question est quels mécanismes existent aujourd'hui pour éviter que cela ne se reproduise? Parce que le crime n'a pas annoncé son arrivée. Il est arrivé vêtu de légalité, d'ordre, de nécessité. Et quand il s'est finalement révélé dans toute sa brutalité, il était déjà trop tard pour des millions d'êtres humains qui avaient d'abord été effacés de la loi, puis de la vie. La loi qui ne protège pas tous peut finir par assassiner certains. C'est la leçon la plus terrifiante de la façon dont le meurtre de masse a été légalisé en Allemagne nazie.